Salam alaikum Zoul, bonsoir. Les charognards, comme l'hyène, le chacal, le vautour et toutes les larves nécrophages, comme les asticots, qui se nourrissent de charognes, ont très mauvaise réputation et sont toujours l'objet d'un profond sentiment de dégoût. Pourtant, ces animaux, ces êtres vivants qui se nourrissent sur des cadavres devraient jouir de la considération et de la gratitude générale. Sans eux, la planète ne serait pas vivable. Ce sont eux qui débarrassent la nature des innombrables êtres vivants, des centaines de milliards en fait, qui y meurent sans discontinuer. Et le génie de la création a procédé à une véritable division du travail. Les plus gros charognards dévorent le plus gros de la carcasse, puis viennent les petits charognards qui en nettoient les parties les moins accessibles, et enfin les minuscules nécrophages, comme les asticots, qui la débarrassent de tout résidu de chair, de moelle, de tendons, etc. Ne laissons que les os. C'est une œuvre de grande salubrité naturelle qui permet de garder la planète respirable et qui est en soi très prophylactique puisqu'elle empêche les maladies de se développer et de se répandre. Nous continuons pourtant à avoir pour ces êtres tellement utiles du mépris et de la répulsion, alors qu'ils ne se nourrissent que de la mort. Contrairement à ces autres êtres, les parasites qui se nourrissent du vivant, qu'ils habitent malgré lui, qu'ils squattent, où ils se reproduisent, où ils pondent leurs œufs et dont ils sucent le sang. Les parasites et autres organismes hématophages, des êtres et des organismes qui non seulement n'ont aucune utilité visible, mais qui sont en plus particulièrement nuisibles, qui non seulement sucent le sang et la vie de l'hôte qui les héberge, malgré lui, mais qui, en plus de s'en sustenter, lui injectent des maladies et des affections en tout genre. C'est le cas du poux, de la puce, de la punaise, de la tique, du moustique, de la sangsue et d'autres. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est parce que j'ai entendu dire des barons du régime algérien, de ses clientèles, de ses parentèles, qu'ils sont des charognards. Et cela m'a proprement choqué. Et j'ai voulu me faire l'avocat de ces nobles et bienfaisants charognards à qui on a fait l'odieuse injustice de les comparer au régime algérien. Un régime qui a toutes les caractéristiques du parasite, en ce sens que non seulement il n'est utile en rien, qu'il ne donne rien, en ce sens qu'il a squatté la nation contre son gré, qu'il se nourrit de sa sève et de son sang, de sa jeunesse, qu'il y a semé son engeance, qu'il y a battu le rappel de ses semblables et que pour la remercier, il lui a injecté les pires poisons qu'il porte en lui, celui de la médiocrité, de la rapine, de la corruption, de l'injustice, de la suprématie de l'indignité sur l'honneur, de la vilainie sur la vertu, de l'incompétence sur le mérite, du mensonge sur la vérité. Alors, mes chers amis, s'il vous plaît, merci de ne plus être injuste avec les charognards. Les barons du régime algérien ne leur sont en rien comparables, parce qu'ils n'ont tout simplement aucune utilité. Ils ne sont que des parasites. Et pour s'en débarrasser, un seul remède, une seule prescription, une seule parade, un parasiticide qui se vend à la pharmacie de la dignité, qui a été prescrit par le docteur Chab,
et qui s'appelle Hirak. Algérie, le référendum au forceps. C'est notre titre pour l'émission d'aujourd'hui. Et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir sur ce plateau Boukhalifa Ben Mammar, journaliste, militant politique. Boukhalifa, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, merci pour l'invitation. Merci d'être là, Hassan Tahar, et à tous vos téléspectateurs. Merci. Hassan, en effet. Hassan Hirsch est avec nous, docteur en sciences économiques, analyste politique. Hassan, merci d'être avec nous. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde et bonsoir aux téléspectateurs. Et merci pour cette invitation. Merci. Et Tahar Cissé, militant politique. On a mis militante politique, j'espère qu'on va corriger. Tahar Cissé, connu pour être l'un des organisateurs les plus visibles, les plus efficaces, les plus engagés du Hirak parisien. Merci Tahar d'être avec nous, c'est un grand honneur. C'est un plaisir d'être ici parmi vous et merci de m'avoir invité. Merci. Alors, donc aujourd'hui, quasiment, c'est l'émission suite de celle d'hier où on a parlé de cette fameuse interview que M. Tebboune a accordée au journal L'Opinion. Pour la deuxième fois, rappelons-le. Hein. Et rappelons-le que L'Opinion est un journal qui se dit libéral, qui a été fondé par M. Beytot Nicolas, hein, et que c'est un journal qui jouit, c'est parmi l'un des journaux qui jouissent le plus de la subvention publique. Je suis en train de dire des choses sans les dire directement, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, curieusement, cette interview est survenue juste après celui d'Opinion, de New York Times, Oui. Qui a été un vrai papier très objectif, qui a dit les choses, qui a parlé du vrai taux de participation aux élections, qui a évoqué le taux de 10%, qui a parlé de Khaled Dararni, qui a interviewé dans le même temps M. Chengueriha, le chef d'état-major, qui a déclaré que l'armée était neutre, qu'elle ne se faisait pas de politique, qu'elle n'était pas formée pour ça, et qui a interviewé aussi... parce qu'il fallait qu'ils ont eu la merveilleuse idée d'interviewer Tebboune, le chef d'état-major, et un représentant de l'opposition. Et en l'occurrence, ils ont fait un très bon choix pour ce qui me concerne, c'est mon avis, celui de Mohsen Blabès, qui a dit des choses très fortes aussi, hein, qui a remis les pendules à l'heure. Alors, nous allons écouter M. Tebboune nous parler de son élection. Hein, D'ailleurs, je vais poser la question, comment peut-il oser dire de telles choses? Et puis, nous allons en discuter. Monsieur Tebboune. Après les élections, le fait que le Hirak ait été pour les élections, déjà, au préalable, ça légitimait ces élections-là. En plus du fait aussi que le Hirak en lui-même avait 3 ou 4 doléances majeures, plus auxquelles s'ajoutaient peut-être des petites doléances de groupuscules. Doléance, c'était d'arrêter le processus électoral, d'arrêter le 5e mandat, de s'interdire et d'interdire à tout le monde la prolongation du 4e mandat et d'aller vers un changement radical dans la gouvernance du pays. Donc c'est après les élections, qui ont été les premières élections de la vie de tout le monde, y compris des candidats qui étaient en course avec moi pour la présidence. C'est les premières, peut-être, élections très propres, très transparentes, qui assuraient une légitimité totale. Avant de venir à vous, hein, d'abord je rappelle qu'il n'a pas dit des revendications, des doléances. Oui, le peuple a exprimé des doléances. Noté, oui. Hein, c'est incroyable. Hein. Je l'ai noté. Parce que les doléances, c'est des plaintes. Oui, c'est des plaintes personnelles. Personnelles, c'est des petites récriminations. Voilà. Il a parlé il n'a pas parlé de Tnaouga, il n'a pas parlé Madaniya Meshi Askaria, il n'a pas parlé de processus de transition, processus constitutionnel.
Il a parlé de Bouteflika, ceci, ça y est, c'est fait, c'est réglé. C'est ça le Hirak Asil. Alors écoutons un peu la réponse du peuple. C'est les contradictions habituelles, M. Benchenouf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le peuple algérien, de toute façon, sait parfaitement à qui ils ont affaire. C'est une langue de bois. C'est un déni total de la réalité qui frise vraiment la pathologie. Je veux dire, cette pathologie, elle s'est carrément instituée. Elle est installée dans les institutions algériennes depuis déjà de nombreuses années. Et ce qui est vraiment inimaginable, c'est qu'il vient là en tant que sauveur, il critique le régime d'avant, un régime auquel il a appartenu, pour lequel il a travaillé, pour un régime qu'il a applaudi. Un demi-siècle, il a été aux affaires. Un demi-siècle. Donc on ne peut pas dire que M. Tebboune ait été opposant à ce régime-là et que le peuple algérien brutalement lui a dit venez au secours de notre pays comme voilà, un messie. Donc M. Tebboune est complètement dans le délire. Quand il dit les élections honnêtes, transparentes, de l'avis de tout le monde, alors que tout le monde a vu qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'il y a eu un boycott massif. C'est tous les Algériens qui ont vu ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? Oui. Je vous assure, dès qu'il a prononcé ça, il me dit ce mensonge d'État est exactement le même que quand Ben Ramdan a été assassiné et que quelque temps après, on a mis en grand sur Al-Moudjahid à Ben Ramdan tombé au champ d'honneur. Ce mensonge-là qui se perpétue depuis 1957 et qui est toujours la ligne directrice, l'axe politique majeur de tous les gouvernants successifs, de tous les présidents Donc ce n'est pas une kleptocratie comme il l'a suggéré, c'est plutôt une mythocratie. Il y a les deux, malheureusement. C'est un mythomanicratie à la limite. Et il a fait partie, justement, de ce système-là qu'il dénonce comme étant un système de corruption. Oui. Donc, M. Tebboune, où étiez-vous? Où étiez-vous dans la mesure où on voit très bien que vos collègues ministres, que vos collègues wali, que vos collègues chefs de daïra, que vos collègues premiers ministres, ils sont pour beaucoup en prison. Alors, que faisiez-vous pendant tout ce temps-là, pendant qu'il y avait cette rapine, pendant qu'il y avait ces vols manifestes, pendant qu'il y avait... Et rappelons qu'il était ministre et Premier ministre. Absolument. Ouais. Donc, en fait, il était chef de daïra, wali, ministre, Premier ministre. Or, précisément, c'est tout ce personnel-là qui se retrouve en prison. Donc, et il a vécu de la même façon qu'eux, c'est-à-dire, il s'est nourri de ce système-là, de ces méthodes-là, et il a applaudi Bouteflika comme ils l'ont applaudi, il a applaudi Zeroual comme ils l'ont applaudi, il a applaudi jusqu'à Boumediene qui est le père fondateur de ce système quand même dévastateur, de cette catastrophe, etc. Donc Tebboune, non seulement c'est le 5e mandat de Bouteflika, mais c'est le prolongement du mandat de tous les présidents précédents. Alors, avant de donner la parole à nos autres invités, on vient de me dire à l'oreillette que dans la commune de l'Erfir, dans la wilaya de Boumerdès, en ce moment, il y a une sorte de marche au flambeau, de manifestation nocturne pour appeler les gens à sortir demain, vendredi, Hirak, demain. Vivant. Donc ça commence déjà ce soir. Boukhalifa. Alors, moi j'ai relevé aussi, quand il a dit les candidats qui ont concouru
il n'a pas dit contre moi, il a dit avec moi. Avec moi. C'est-à-dire c'est une C'est vrai, j'avais écurie, pas remarqué. c'est une écurie qui court pour, enfin c'est des Qui court c'est des pour, chevaux qui courent pour la même écurie. Voilà, donc, voilà. Voilà. C'est vrai, hein, je n'avais pas relevé. Hein. Voilà. Il a dit avec moi. Hein. Oui, il a dit avec moi. On peut le repasser, on peut demander à la oui, régie, tout à ils peuvent fait, le oui. repasser. Et moi, à la limite, même l'exercice d'analyser un peu le discours. Je serais tenté de faire un exercice autrement. Je vais prendre des collégiens de chez nous, des collégiens, peu importe, à travers tout le territoire algérien. On va leur repasser ce discours, puis on va leur demander de procéder à une critique du discours. On va être effaré de la prise de conscience de ces jeunes, du fait même de ce que le régime, de ce que le système nous a imposé depuis l'indépendance. Mais Boukhalifa, pardon de vous interrompre. Si même des jeunes, tout jeunes collégiens, sont en mesure de relever les incohérences de ce discours, Oui. Il s'adresse à qui alors, M. Tebboune, quand il En parle fait, comme ça? il ne sait pas qui s'adresse à tout. C'est un exercice auquel il tente de donner le change, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est aussi destiné à une consommation extérieure. Donc, Et vous pensez que les opinions publiques étrangères s'intéressent un tant soit peu à ce qui se passe en Algérie? c'est pas qu'elles s'intéressent. Ou qu'elles peuvent se laisser berner par un tel régime? Il y a quand même telle il y a communication. quand même un travail qui est fait par la communauté algérienne à l'étranger. Oui. À Paris, quand même, beaucoup de nos camarades militants étaient ici présents. Et Dr Hassan aussi, de par sa participation, a animé le débat intellectuel, donc apporte énormément de choses. Nous avons dans le cadre de l'organisation à laquelle j'appartiens, nous avons déposé un rapport sur la situation des droits de l'homme à l'ONU, Oui. qui a été pris en compte. Oui, oui. Donc tout cela, cette guerre aussi, elle est transposée sur beaucoup de terrains. Et quand il essaie de s'approprier les éléments sémantiques de notre révolution, c'est pour mieux les noyer. C'est une technique Mais aussi. il les noie très véhiculée. mal. Hein. C'est lui qui se noie plutôt. Oui, il les l'impression. noie très mal. On voit quand même que c'est un exercice périlleux auquel il se livre, parce qu'il n'y a même pas une once de conviction dans ce qu'il fait. Donc il a les traits tirés. Même Hassan connaît bien ce genre de phénomène. Oui. Dans son expression corporelle. Il se fait violence quand Oui. il dit les choses qui ne sont pas en lui. Quand quelqu'un exprime des convictions, il est en phase avec lui-même. Ça se sent, ça s'entend et ça se voit. Absolument. Et là, il n'est pas en phase Il est avec à côté lui-même. de lui-même, quoi. Non, il n'est pas en phase avec lui-même, ça s'entend. Il n'est pas en phase avec lui-même, ça se voit. Il n'est pas en phase avec lui-même et il l'exprime très mal. C'est-à-dire que quand il cherche des expressions, quand il parle le Hirak béni, on voit quand même qu'il se fait une violence telle, il est crispé. C'est juste un mot. On peut interférer les uns avec les autres. Hein. Je ne vous le donne pas vous interrompre les uns les autres. Ce que dit mon ami là, effectivement en psychologie, on appelle ça une congruence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas adéquation entre la gestuelle, entre le visage, l'expression du visage, et la puis ce tonalité qui est de la dit. voix. Quand on dit le Hirak béni, normalement on sourit, on est content, on a un oui, visage épanoui, on a les yeux qui brillent, etc. exact. Là, le Hirak béni. Lui, il le dit avec une tête d'enterrement. Voilà, le Hirak béni, voilà, c'est comme absolument une tête d'enterrement. Ça veut dire qu'il n'y croit pas une seconde et qu'il est donc dans une contradiction absolument flagrante. Avec lui-même, avec ce qu'il dit. Absolument, qui ne croit pas un seul instant. Voilà. Donc moi je pense que Tebboune essaie par tous les moyens en fait de se racheter une image qui n'est pas son image réelle, parce que il parle des 3 dernières années. Donc il parle à partir de 2017, tout simplement parce qu'il a quitté le gouvernement en 2017. Et en 2017, les généraux ont essayé par tous les moyens de montrer un homme propre, monsieur propre, alors qu'il est seul sur toutes les lignes. Donc ce personnage-là,
essaye par tous les moyens déjà en fait, de changer le visage, alors qu'il ne pourra pas le faire, tout simplement parce que c'est un mythomane professionnel quand il dit que le Hirak était là pour un changement uniquement en fait, de façade, alors qu'en réalité... Pourtant, après 2017, il a été Premier ministre, il a été rappelé. Et il a même dit, il a même juré sur Dieu 3 fois. D'ailleurs, je demande à la régie de nous la préparer, qu'il appliquera le programme de Ferrametou. Il dit comme ça. C'est la seule nous allons la voir. Juste une seconde, juste là-dessus. Oui. C'est la seule vérité de M. Tebboune. Oui. Il a juré de continuer le programme de Ferrametou. C'est ce qu'il est en train de faire. Absolument. C'est-à-dire la fuite en avant, frein lâché, les emprisonnements, la violence, le mensonge, la corruption, le mensonge. Le bridage de la presse. Absolument. Nous allons écouter d'abord, je reviens à Tahar, M. Tebboune qui nous jure d'appliquer le programme de Ferrametou, puis nous irons voir la marche de l'Aghfir à Boumerdes. بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. Il a juré, donc c'est vrai, il est en train de tenir sa parole. C'est la seule promesse qu'il tient. Et nous allons voir la population de l'Aghfir dans la wilaya de Boumerdes. Comme je disais, donc eux, ils ont l'habitude d'acheter le silence en fait, des pays forts, des puissants. Donc les journalistes ne parlent pas. Mais il n'a pas besoin de faire un discours. Ça s'échange, ça entre eux. Comme il a dit lui, mon ami Macron. Je veux dire, après, il échange avec son ami Macron. Pourquoi il vient faire de telles déclarations qui dressent tout le monde contre lui? Donc comme ils ont l'habitude de le faire, donc ils ont acheté le silence pendant presque 2 ans. Les médias français ne parlaient pas de la révolution. Ah, oui. Donc ils ont abandonné le terrain, ils ont essayé par tous les... Au contraire, de discréditer. Ils ont D'ailleurs, essayé c'est mieux qu'ils n'en parlent pas parce que quand ils en parlent, ils déforment. Vous avez vu France 24 qui parlait, vous rappelez-vous qui étiez l'un des organisateurs du 1er novembre à Paris. Oui. De l'avis de la police, il y avait 50 000, alors qu'il y en avait 80 000 après. Et France 24 avait parlé de quelques centaines de manifestants. Et même les journaux, ils parlaient en fait de centaines en fait, de manifestants, alors qu'en vrai, on a pu rassembler en fait, des milliers d'Algériens. En fait, et je pense qu'eux, ils essaient par tous les moyens de cacher la réalité. Et parce qu'ils se sont rendus compte que les militants s'organisent sur le terrain pour un retour du Hirak, parce qu'à Paris, on a ravivé la flamme à partir de 14 juin. À partir de 14 juin, on s'est mis d'accord de retourner et organiser des rassemblements. Donc, et on a gardé la flamme parce qu'il fallait le faire. C'est un devoir de le faire parce que le pouvoir algérien a essayé par tous les moyens de laminer tous les militants et de mettre en prison en fait, tous les personnes sincères et d'essayer d'acheter d'autres. Parce qu'on a vu, j'ai vu à la Tizi Ouzou, ils ont tenté d'acheter certains militants. Donc, ils mettent la pression sur en fait, tous les acteurs, les partis politiques, les syndicats, les associations. Donc, maintenant, eux, ils se sont rendus compte que la force de la révolution revient Mais au point où M. Tebboune en arrive à quasiment renier le régime à qui il a lui-même appartenu, au point où le condamné, il dit c'est normal que le peuple soit levé. Alors écoutons le NTV nous dire qui est M. Tebboune et nous reprenons la discussion. 900,000 بمدينة المشرية ولاية عامة خريج المدرسة الوطنية اختصاص اقتصاد ومالية تدرج الرجل في عديد المناصب الإدارية منذ تخرجه
مشوار سياسي بدأه تبون كإطار بالجماعات المحلية إلى غاية بداية التسعينيات، كما شغل منصب أمين عام لكل من ولايات أضرار، باتنا، المسيلة، ليتقلد منصب وال بكل من الجلفة، أضرار، تيارت وتزي والزو. وفي بداية 1991 عين تبون وزيرا منتدبا للجماعات المحلية إلى غاية 1992. وفي عام 1999 تبون يعين وزيرا للسكن والعمران، وفي سنة 2000 وزيرا للاتصال، ليعود بعدها على رأس وزارة السكن والعمران سنة 2001 إلى غاية 2002. في عام 2012 عبد المجيد تبون تسند إليه مرة أخرى حقيبة السكن والعمران والمدينة، لتوكل إليه سنة 2017 مهام وزارة التجارة بالنيابة إضافة إلى وزارة السكن والعمران، ويمارس مهامه على رأس قطاعين بكل ما يحملانه من ثقل وأهمية، إلى غاية تعيينه اليوم وزيرا أولا جديدا خلفا لعبد الملك سلال. الرجل أثبت جدارته في تسيير قطاع السكن وتسيير وتيرة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية بملايين الوحدات السكنية، جهود قلد نظيرها بوسام الاستحقاق من مصاف العشير، وهو الذي يعرف بخطابه العقلاني وتسييره المحكم وصرامته الكبيرة في إدارة قضايا الشأن العام، سيما ملف السكن، حيث تمكن من حلحلة جزء كبير من معضلة السكن بفضل تفانيه والسهر والحرص الشديد على تنفيذ توجيهات وتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. والخير جاي إن شاء الله. خير جاي إن شاء الله. Inch'Allah. Je vous laisse commenter, mes chers amis. Non, mais c'est juste un mot. C'est absolument clair que même le NTV ne peut pas cacher. Oui. C'est-à-dire qu'il montre en fait son itinéraire absolument. Ça, c'était avant son élection. Hein. Oui. Donc, c'est pas qu'il l'a non, pas mais coché. il le passe maintenant. À ce moment-là, il était question de le montrer sous le visage du fervent serviteur de Bouteflika, du régime, etc. Hein, on le voit en train de parler avec le cadre de Bouteflika derrière lui. C'est ça. Donc, en tout cas, ça montre parfaitement qu'il est ancré dans le système. Un système, on va le répéter parce qu'on ne le répétera jamais assez, un système qui a fonctionné sur quoi? Sur le musellement de l'opposition. On empêche l'opposition de faire son travail, aussi bien en termes de réunions, en termes de colloques, en termes de congrès, en termes de presse écrite, de presse télévisuelle, etc. On l'empêche de passer dans les médias nationaux. Est-ce qu'on a vu au moins une fois un vrai opposant à la télévision algérienne? On empêche évidemment d'avoir un débat contradictoire, un système qui est basé également sur la corruption à toutes les échelles, depuis le petit chef de Daïra jusqu'au président de la République. On a vu comment il y avait jonction avec un certain nombre d'apparatchiks et, on va dire, d'hommes d'affaires qui ne font pas l'affaire. D'hommes d'affaires, évidemment, qui grenouillent au sein du système et qui se sont fait des fortunes absolument colossales. Absolument incroyables. Absolument. Quand on a publié la liste des biens de Ham, l'ex-DGSN, voilà, ou ceux de Ali Haddad, les gens n'en sont pas revenus, ils sont sidérés. Des gens qui ont 60 appartements, 10 villas, 2000 milliards ou 600 milliards, je ne sais pas quoi, je ne sais pas combien de devises, l'autre qui se faisait passer pour la fille de Bouteflika, qui avait une montagne d'argent en dinars et en devises. Incroyable. C'est incroyable. Tout ça, évidemment, de façon parallèle, de façon opaque. Et ils achètent évidemment des ministres, des députés, des fonctionnaires, des journalistes. Et qui faisaient allégeance à un cadre. Oui, absolument. Ils lui offraient des chevaux.
Je veux dire, même en Corée du Nord, on n'a pas été jusque-là. Oui, même en Très Corée du franchement. Nord. Vous vous rappelez quand Ils ils ont ont une offert certaine un cadre au cadre? Oui, c'est ça. Un cheval au cadre. Un cheval au cadre. Un cheval au Oui, cadre. oui. Même Kim Il-sung, Ouais. il n'a jamais été jusque-là. Il a Jusque-là, gardé ouais, une ouais. certaine dignité. Absolument. Il a gardé une certaine dignité. Et quand il a reçu le président américain, Donald Trump, il a gardé une dignité. Tandis que là, il a reçu le secrétaire d'État à la Défense, qui vient non pas chercher d'une coopération, mais vient chercher des vassaux. Et effectivement, ils étaient là à ses pieds, c'était la grande amitié avec les Américains, etc., etc. Donc même la Corée du Nord n'a pas été jusque-là. C'est absolument un scandale, et ce scandale-là, il continue. En fait, le système est quand même dans une continuité. Je m'explique. Les arrestations ciblées, donc quand on vise des journalistes, c'est-à-dire qu'on ne vise pas uniquement la libre parole, mais c'est qu'on a quand même, à l'image de Khaled Dararni et d'autres jeunes journalistes algériens, qui sont sortis quand même des sentiers battus, mais qui commencent à démystifier ce système. Je dis bien ce système avec toutes les accointances à caractère mafieuse dont il se fait le relais. C'est que ce qu'on l'on reprochera de manière informelle à ces journalistes, c'était d'avoir fouillé, d'avoir commencé à mettre à nu le système. Donc on a fait le même travail en direction des avocats. Donc je peux vous dire que nous qui travaillons avec eux, donc les pressions sont énormes. Sont énormes, hein. On se fait convoquer par les bâtonniers pour... Et on leur fait perdre les affaires. Oui, mais pas que ça. Ce qui fait qu'on fait fuir leurs clients. Parce que les clients savent que si vous êtes défendu par un avocat qui est engagé dans le Hirak, là, votre affaire est perdue. Oui. Donc, ils exercent sur eux des représailles absolument atroces. Et d'ailleurs, mais si on met en perspective, si on met en perspective ce qui se passe en Algérie, c'est à l'image de tous les pays qui ont obtenu leur indépendance à la faveur de la décolonisation. Donc on est dans des schémas qui sont similaires. Il ne faut une image qui représente le chavirement du mouvement révolutionnaire à l'échelle de l'Afrique, c'est la déchéance de Patrice Lumumba. Oui. Oui, par Tchambé, qui entre parenthèses est mort à Alger. Alger, oui. Voilà. C'est-à-dire l'image de la déchéance de Patrice Lumumba donne vraiment cette image. Bon, il y a toute une littérature là-dessus qui est comme de bonne facture, qui déconstruit les rapports entretenus par les anciens colonisateurs avec les anciennes colonies. Ils ont fait des embusqués qui ont pris les pouvoirs dans ces pays d'Afrique. Ils sont devenus une sorte de proconsul de l'ancien colonisateur, oui, à qui ils rendent compte, avec qui ils font des affaires, à qui ils offrent des contrats, à qui ils déroulent le tapis rouge de l'affairisme. C'est quasiment partout. Sauf que souvent, on parle de ce phénomène uniquement pour l'Afrique subsaharienne, alors que chez l'Afrique du Nord, c'est flagrant. Est dans le même schéma. Alors que c'est bien la Tunisie. On se rappelle que c'est Hollande qui a fait le 3e et le 4e mandat de Bouteflika. Tout à fait. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un phénomène historique qui est aussi vieux que le monde. Rome, quand elle a occupé l'Afrique du Nord, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a installé des consuls. Oui. Des comptoirs. Jusqu'aux Turcs, quand ils sont arrivés, ils ont fait pareil. Une régence. Voilà. Donc c'est une régence. Donc je pense que on peut dire qu'aujourd'hui, on a une régence, mais qui n'a pas prêté allégeance à... Du moins qui fait semblant de condamner l'ancien colonisateur, voilà. Avec les mots qu'il faut, avec l'utilisation de la mémoire collective, alors qu'en dessous de table, c'est des... Et le phénomène de la... C'est de la connivence. Voilà, bien sûr. Et ce qu'on peut faire aujourd'hui, au-delà de la dénonciation,
Aujourd'hui, nous avons la possibilité, quand même, nous qui vivons un peu à l'étranger, nous avons le devoir aussi, le devoir de mettre à nu ce régime, parce qu'on partage le même espace avec des gens du système qui font fructifier ce qu'ils ont dilapidé. Nous avons aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, ce n'est pas un paradis fiscal, c'est au-delà de l'inimaginable. C'est au-delà de l'imaginable. Si on doit chiffrer, donner un montant, dénoncer ce qui est fait par cette facilité avec laquelle viennent s'installer les anciens wali, les anciens ministres, les anciens moudjahids, enfin, même les anciens officiers supérieurs, même les anciens PDG du secteur public. Tout à fait, qui sont installés ici, qui jouissent. Les officiers des services. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que la France est devenue la plaque tournante du blanchiment d'argent des barons du régime en France? Une des plaques tournantes. Oui, une des plaques tournantes. Mais ça s'est Peut-être la accéléré. principale, puisqu'ils sont quasiment tous installés ici. Ça s'est accéléré. Depuis quelques années, pardon, je vais dans ton sens, mais depuis quand même, on va dire une petite dizaine d'années, ils ont axé aussi le flux monétaire volé vers la Turquie et les Émirats. D'accord. Tahar? Moi, je pense que le sujet, en fait, on doit se centrer plutôt sur les objectifs de ce régime, parce que lui, il essaie de communiquer, il essaie de gagner un peu plus à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, il sait qu'il a perdu la bataille. Hein, donc, à l'intérieur, tous les Algériens sont contre Tebboune, sont contre les généraux prédateurs. Donc, il essaie par tous les moyens de vendre une autre Si on image. dit tous les Algériens, D'acheter, si on dit parce tous que- les Algériens, pour essayer de parler Bah, vrai, 90%. et le si régime je a reprends quand même les des chiffres- relais, il a quand même des populations qui lui sont Des clients, favorables, des clients, des alliés naturels hein, qui bouffent Ça aux reste des ateliers. Donc, bon, je suis d'accord qu'il y a une base sociale du régime, hein, donc ils ont des Il y a aussi intérêts à des gens défendre. qui, en toute bonne foi et en toute sincérité, confondent la nation avec le régime. Ils considèrent que quiconque s'attaque au régime est un traître. De moins en Moi, j'en moins. ai connu. Ouais, je Ah. crois que c'est fini ça. Ah non, ça existe encore. Des gens qui vous disent... C'est marginal. Moi, Al-Magharibi, il y a des gens qui appellent, comme demain vendredi, on va ouvrir le standard, qui vous disent pourquoi vous passez votre temps à critiquer C'est des gens l'Algérie. du régime qui appellent. Critiquer l'Algérie. Ils ne vous disent pas critiquer le régime. Vous Ouais, voyez, parce donc, que c'est la base sociale du ça, régime. mais donc ça il- existe, on ne peut pas le nier. Oui, oui, oui. Il y a une base sociale du régime qui ont Ouais. profité du système, les Wali, les chefs d'État, donc qui organisaient la corruption, qui volaient, qui ont construit en fait une vie pour eux et pour leurs enfants et pour la qui ont future peur génération. du changement. Et qui ont peur peur du du changement. changement. Et c'est Il normal. y a beaucoup de gens qui Par ont contre- gagné beaucoup d'argent avec ce régime puis- et qui ne veulent pas que ça change. Oui, oui. Oui, oui, oui. Ce sont des dizaines de milliers de gens, c'est pas rien. Donc ils arrivent à manipuler quand même une petite partie. Donc c'est à nous de convaincre, c'est à nous d'expliquer, c'est à nous de dire, par exemple, que le pouvoir essaie par tous les moyens de diviser. C'est à Comment nous vous de pouvez le dire faire que... tard? Excusez-moi de vous interrompre à chaque fois parce que vous dites que c'est très Oui, oui. intéressant. Comment vous pouvez le faire, vous qui ne disposez que des réseaux sociaux, au grand maximum de 2 chaînes de télévision qui sont un temps soit peu accessibles, comment vous pouvez le faire au moment où eux disposent de la totalité, de l'entièreté de la presse publique et privée, écrite et télévisée et radiofusée? C'est eux qui disposent de... Comment vous Justement, pouvez donc conscientiser l'opinion publique Justement, sans les moyens, moi, sans relais? je veux parler en fait des instruments de la lutte, parce qu'il y a des instruments de la lutte. Hein. Il y a quelques mois, les Algériens occupaient en fait la rue le mardi, le jeudi, le vendredi. C'est-à-dire, ils arrivent à communiquer, à dire des choses, à montrer que ce pouvoir n'a pas 5% ou 10% en fait des gens qui sont derrière eux, la clientèle. Donc, on arrive quand même à convaincre, on arrive à faire en fait des slogans, des discours, à construire en fait des débats. Par exemple, à la place de la République, on a mis en place une agora citoyenne pour
organiser des débats, pour donner la parole, pour réfléchir ensemble, parce que cette intelligence collective, on a besoin pour voir un peu plus clair, pour comprendre en fait les enjeux, pour mettre en place en fait un process révolutionnaire pour empêcher le pouvoir de laminer la révolution. Parce qu'aujourd'hui, lui, il se base sur les 3D, c'est-à-dire démoraliser, on le voit tous les jours, des agents, des sous-traitants du régime connus ou cachés, des agents dormants, essayent par tous les moyens de démoraliser, c'est-à-dire dire que la révolution n'aboutira pas. Et même à la place de la République, moi j'ai constaté que le petit matin, il y a des gens qui arrivent pour nous dire non, ça n'aboutira pas, ça ne sert à rien. Ça fait 2 ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez changé? Alors qu'on a changé tout. Mais ils ont réussi quand même, ils ont réussi à s'infiltrer dans le Hirak, à diviser le Hirak, oui, à monter une partie du Hirak contre un autre, oui, même si la majorité reste unie, mais il n'empêche qu'il y a du parasitage. En fait. C'est un problème, c'est un grand problème de la révolution, parce que bipolariser, c'est-à-dire pour montrer qu'il y a 2 pôles, oui, il y a les islamistes d'un côté et les éradicateurs. Donc, oui, si on fait, c'est-à-dire c'est aussi un message à passer pour les puissants. Et si on fait le choix entre éradicateurs et islamistes, donc on va choisir les éradicateurs parce que les islamistes, ils démontrent. Donc c'est une logique, c'est une façon aussi de décourager les gens et de dire qu'en quoi il vaut mieux garder ce système que de prendre les islamistes. Alors qu'en réalité, la plupart des militants du Hirak, ils ne sont ni éradicateurs ni islamistes. C'est-à-dire ils sont hirakistes. Et ils sont hirakistes, comme disait un des camarades, en fait, normaliens. On est des normaliens. Donc, ils ont inventé un terme, normaliens. Donc, eux, une fois, ils voulaient imposer ça, donc ils essayaient en fait d'organiser une diversion, c'est-à-dire parler des sujets qui n'ont aucun lien avec la révolution. C'est-à-dire, au lieu de penser révolution, penser action, tracer en fait la diversion en fait. Les lignes. Donc ils essayaient d'y aller dans tous les sens. Celui-là il a dit sur celui-là, mais qu'est-ce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas en fait de parler de X ou Y. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir, c'est de mettre en place un véritable projet historique pour l'Algérie de demain. Et pour le mettre en place, on doit organiser des cycles de conférences, la réflexion autour des sujets qui fâchent. Oui, on doit parler de tout, mais on doit l'organiser. Juste un mot par rapport à ça avant de passer à autre chose. Oui. Pour aller dans le sens de Tahar, qu'il y a une tentative effectivement des pouvoirs publics, des services notamment, de créer cette dichotomie au sein du Hirak. Oui. Ils ont chargé ces jours-ci les islamistes, Al-Bina avec Ben Grina, oui, ils ont chargé Mokri ou Makri, d'ailleurs je ne sais jamais si c'est A ou O, avec le MSP, ils ont chargé Abdellah Jaballah à le FJD, ils ont chargé l'association de Alama, pour dire non à Tamazight, langue officielle. Allez voter, mais votez non. Voilà, non seulement ça, mais surtout de dire... non, Tamazight, pour Tamazight. Voilà. C'est-à-dire pour allumer les feux de la discorde, quoi. En fait. Absolument, donc pour tenter de prolonger effectivement cette dichotomie-là, etc. Mais ils ont agité aussi l'autre côté du trottoir. Ils ont agité aussi les éradicateurs, qui sont en train de changer les revendications. Tout ce qui est possible d'être agité. Voilà, les uns contre les autres. Tout ce qui est possible d'être agité, ils le font. Mais la détermination du peuple, on a vu, c'est vrai que pour le moment c'est sporadique. Pourquoi ne pas les renvoyer dos à dos, ces gens? Autant les islamistes que vous venez de citer, qui se font les agents délibérés ou à leur insu du régime, moi je Parce crois que là c'est clair. Délibérés. Parce que là on sait qui est qui. Ou les autres qui, à un moment pareil, nous ressortent cette histoire d'islamisme, qu'ils agitent comme un épouvantail. Pourquoi ne pas les renvoyer de dos à dos? Ils sont renvoyés de dos à dos, c'est clair. Ouais. Ce qui est évident, c'est que l'extrême majorité, comme dit Tahar, du Hirak algérien, du mouvement révolutionnaire algérien, voit en marge justement des groupuscules s'étriper. Oui. Mais on sait très bien que la réalité n'est pas là. Et on sait très bien aussi qu'il y a dans les deux côtés des gens qui le font parce que
par conviction un peu radicale, extrémiste, Oui, etc. il y a des Pas convaincus, forcément- mais il y a aussi des agents. Voilà, il y a les Il y a les deux. Absolument. Alors, oui, Boukhalfa, avant de juste passer... rajouter- Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Au fait, moi, à la limite, c'est de bonne guerre. Parce que ça permet à ces courants-là de se neutraliser, d'une part. Mais ça ne veut pas dire que là où moi je n'accompagne pas mon camarade Tahar, je pense qu'aussi il faut avoir une vision inclusive du débat. Si tant est que les personnes qui incarnent ces courants-là, même si... Dans le sens où il ne faut rejeter personne. Je ne rejette personne. Par contre, il faut qu'il y ait un débat, il faudrait qu'il y ait un débat contradictoire. Voilà. Ce n'est pas aux tribunaux de finir. Moi, je le dis et je l'assume pour ma part. Il y a quelques mois de ça, j'avais pointé, publiquement j'avais assumé, j'avais dit, personnellement, il y a un risque, nous allons arriver vers une tentative de bipolarisation du discours et de l'échange, où il va y avoir une tentative de captation du débat et de l'orientation du débat. Est-ce qu'il n'y a pas eu en l'occurrence un procès d'intention fait aux islamistes? Je m'explique. Oui. Je m'explique. Moi, j'ai suivi le Hirak depuis son premier jour. Je n'ai jamais entendu des islamistes revendiquer une doula islamia ou l'application de la charia. On leur a fait le même procès d'intention qui a été fait par ceux qui ont fait le coup d'État de 1991. Mais le problème... il faut en parler maintenant, il ne faut pas attendre. Non, mais le problème... Parce que sinon, ils vont... Non, mais si tu permets, Jamal, oui, moi, ce que je vais dire... Moi, je veux bien... Attendez, moi, je voudrais oui, dire... d'accord. Un mot, Oui, quand on parle... C'est-à-dire que moi, je n'aime pas parler de manière générique. Oui. Quand on dit les islamistes, qui sont-ils? Oui. Y a-t-il une incarnation... Le spectre est tellement large. Non, y a-t-il une incarnation du courant islamiste au sein de la Révolution? Si tel est le cas, donc, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'une partie a désigné le mouvement Rachad Absolument. comme étant des héritiers de L'incarnation de à l'islamisme juste politique. titre. D'un autre côté, je ne peux pas accabler un mouvement qui doit systématiquement décliner son identité. Mais je pense que pour la bonne marche, que pour la transparence, il faudrait quand même que les gens assument ce qu'ils sont. Oui, mais pourquoi ne pas le faire dans un débat serein, où Justement. on peut poser les jalons, la trajectoire, où on Mais- peut discuter du cadre du SMIC démocratique à Mais adopter justement, sur le monde. mais c'est des traditions. Oui. Mais justement, Hassan, et puis vous. Hassan, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je vais dire qu'il faut effectivement qu'il y ait un débat, comme vous dites, serein, entre adultes, etc., entre responsables, et qui veulent qu'il y ait des qu'ils ont besoin changements, de etc. s'étriper. Et ce débat-là, c'est très simple. Hein. Je veux dire aussi bien les islamistes que les éradicateurs, ou on peut les appeler comme on veut, parce que j'aime pas parler d'islamistes et démocrates, parce que je sais qu'il y a... Absolument, il y a des démocrates au sein des islamistes. Voilà, absolument. Comme il y a des éradicateurs au sein des islamistes. Comme il y a des éradicateurs démocrates. Absolument. Voilà. Donc, c'est se mettre tout simplement d'accord sur les fondamentaux de la démocratie. Est-ce que nous sommes d'accord pour qu'il y ait un État civil non militaire et non théocratique? Ça, c'est très important. Il faut que les islamistes nous répondent à cette question-là. Oui. Est-ce que nous sommes pour l'égalité des droits entre les citoyens, aussi bien les femmes que les hommes? Il faut que les islamistes répondent à cette question-là. Oui. Est-ce que nous sommes pour l'égalité, juste là-dessus, pour l'égalité des langues entre Tamazigh et Lara? Il faut que les islamistes répondent à cette question. Est-ce que je vous entends, il y a des les islamistes s'entendent, certains islamistes qui ne s'expriment pas pour ce qui est de leur idéologie. Qu'est-ce qu'ils disent? Qui vous répondent. Oui. Ils vous répondent, oui, nous sommes d'accord pour en parler, mais pas maintenant, parce que... c'est maintenant. Attendez, parce que maintenant, ça risque de diviser le Hirak. Non, au contraire. On attend de chasser ce régime, et on en parle. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait une jonction. Je vous dis ce que disent les autres. Oui, d'accord, mais je leur réponds, grâce à vous, je leur réponds, ce qui peut faire la jonction de ce courant-là et de ce courant-là, c'est de se mettre d'accord sur les fondamentaux de la démocratie. Pourquoi vous n'appelez pas les uns et les autres? Personnellement, je l'ai écrit plusieurs fois. Le souci, moi, je comprends, parce que même les hirakistes qui sont convaincus, qui viennent tout le temps à la place de la République, ils nous le disent. Quand il y a un flou, il y a un loup. Donc, eux, ils ont peur. Donc, le pouvoir profite pour utiliser en fait cette peur de ce flou pour injecter des loups, pour diviser, pour glisser en fait des loups en fait à l'intérieur.
Attends, Tahar, pardon, je vais aller plus excuse-moi, loin. Après, moi, je suis laisse finir et convaincu. Excuse-moi, parce qu'à chaque fois, je construis mon raisonnement. Donc, moi, je suis convaincu d'une chose, et je suis entièrement d'accord avec les camarades, c'est qu'il faut des principes supraconstitutionnels. Et à partir de maintenant, pas après. Comme ça, on va rassurer parce que les gens, ils ont besoin d'être rassurés. Oui. Parce que les gens qui sortent chaque vendredi, chaque mardi à Alger ou tous les dimanches un peu partout dans le monde, ils ont besoin en fait de savoir ce qui se passe. Ils veulent savoir, ils veulent avoir une visibilité, c'est-à-dire la clarté. On l'a écrit sur une banderole. Moi j'entends bien ce que vous dites. Sauf que il y a. Je vais aller plus loin. Pourquoi des principes supraconstitutionnels? Moi je vais expliquer tout. Hein. Donc, on a besoin en fait de le respect de la démocratie, par exemple. C'est un principe. Hein, c'est un principe. La démocratie, c'est pas 50% des voix plus une. Oui, c'est ça. C'est autre chose. Oui. Ouais. Moi, je sais que la démocratie en Europe, il est imparfaite. Oui. Parce qu'on donne un mandat à un député, il va partir pendant 5 ans, il va faire ce qu'il veut. Parce qu'il a eu une voix en plus de... Voilà. Ouais. Donc moi, je suis pour une démocratie qui donnera le pouvoir plutôt au peuple. Ah oui, tu n'as pas respecté tes engagements, je te retire la confiance et tu dégages. Donc moi, je suis pour le dégagisme. Hein. Donc, et à penser, pourquoi pas? Parce que si on fait un saut, on doit faire un saut qualitatif. On doit faire un saut qualitatif. Pourquoi les principes supraconstitutionnels? Tout simplement parce qu'un principe supraconstitutionnel, et d'ailleurs les gens qui parlent des préalables, c'est pas... Franchement, c'est pour moi, je préfère en fait des principes supraconstitutionnels parce que les principes supraconstitutionnels, ils vont rester. Parce que pour assurer... Ils deviennent de fait l'âme et la conscience. Voilà, c'est des acquis de la révolution. Alors, Tahar, je vais revenir à vous pour une question importante. Donc, Tahar, vous vouliez répondre? Oui. Il faut que nous... Il faut que nous voicions tourner le micro. On ne peut pas rester... Moi, je pense qu'il faut sortir de la peur et de rassurer. Il n'y a pas de tabou. Dans un processus révolutionnaire, il n'y a pas de tabou. Les choses se disent. La seule limite, c'est le respect. C'est la dignité que l'on se doit mutuellement. Moi, ce n'est pas parce que c'est flou que je vois un loup. Je déconstruis, je débat, j'accepte le débat. Je ne parle pas des militants qui sont des militants de terrain qui ont l'habitude de déconstruire. Mais il y a une opinion qu'on manipule, mais bien sûr, qui est manipulable, il faut le reconnaître. Mais Djamaldine, ce que je vais vous dire, c'est qu'en face, entre parenthèses, cette plèbe à laquelle on pense, et des fois on a même une limite, une certaine condescendance à son égard, pensant qu'on peut lui expliquer... Vous dénoncez ceux qui utilisent ce concept de plèbe. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Vous aurez mal compris. Vous n'allez... Les slogans, peu importe leur origine, comment ils sont interprétés, réinterprétés par cette plèbe, entre guillemets, ne dénotent qu'une chose. Je ne présuppose pas du niveau d'analyse, non, mais de la prise de conscience. Je ne dis pas que les gens sont, comme on dit chez nous, c'est-à-dire ils sont éveillés, non. C'est parce qu'à un moment donné, dans l'immense majorité de la population, on sait ce qu'on ne veut pas. Ce régime, résume beaucoup de choses. Et bien justement, vous m'amenez là où je voulais en venir, pardon Tahar. Question que je voulais poser, que je vous pose à vous trois, sauf que je vous demande d'aller vite, parce qu'il y a encore d'autres sujets. Et il y a Chaban qui doit bientôt nous rejoindre. Ce dont nous sommes en train de parler maintenant, cette tentative du régime de diviser les Algériens, qui a réussi quelque part et de façon assez congrue. Mais justement, c'est l'objet de ma question. Or, ce qui est en train de se passer au Hirak parisien et dans les réseaux sociaux n'a pas prise dans la rue algérienne. En Algérie, les gens n'entendent même pas parler de ces différends, de ces conflits de chapelle. Les Algériens de la rue en Algérie, ceux qui font le Hirak, ceux qui font, j'allais dire, les 99% du Hirak, n'entendent pas parler de ça. Ils ne se sont pas laissés berner dans leur intelligence collective par cette manipulation. Je vous laisse répondre. Mais très vite, Tahar, très vite, Hassan, très vite. En fait, il y a une chose, là, franchement, parce qu'il y a des gens des militaires et leurs sous-traitants mettent les gens, les Algériens en prison. Il y a des gens qui voudraient mettre des prisons sur la tête des gens. On doit discuter de tout. Oui. Pas de frontières, pas de rien, pas de ligne rouge. Oui. Pourquoi? Parce que
les gens doivent comprendre ce que pensent les militants du terrain. Ils doivent savoir ce que pensent le collectif X, le collectif Y, le parti politique X et Y. Ils doivent proposer et on doit faire un travail de fond. On doit l'écrire. Par exemple, Itna Haouga, pour moi, je peux l'interpréter comme je veux. Je l'interprète transition démocratique indépendante du système. Oui. Transition, ça veut dire tous ces gens-là, tous ces pourris qui ont volé, qui ont organisé le pillage, ils doivent tous partir. Qui va partir? Les wali, les chefs de daïra, toutes les bases du régime, parce que qui ont installé une dictature et qui basculent petit à petit vers le totalitarisme. Donc c'est ça, la réalité, c'est que on met des mots génériques et on demande aux gens de les accepter, d'accepter tout. Dawla Madania, moi je préfère plutôt prémonter de la volonté populaire sur le politique, sur le politique et du politique sur le militaire. Donc c'est plus clair, c'est plus lisible que Dawla Madania. Moi je ne comprends pas. C'est quelque chose qui est générique pour moi. Dawla Madania, en fait, ce n'est pas traductible littéralement. Donc, ça veut dire état de droit. État de droit, ça veut dire où l'armée n'a rien à voir. On est quatre sur le plateau. Franchement, chacun. On doit faire tourner le micro. Je vous ai demandé de faire assez vite. Je sais que c'est un sujet complexe qui demanderait plus d'eux, mais on n'a pas le choix. Moi, je suis d'accord avec Taral qu'il faut être transparent. C'est extrêmement important. Les militants, notamment les acteurs importants du Hirak, qu'ils soient islamistes, démocrates, radicalistes, etc., ils doivent être transparents. Ils doivent dire, voilà, notre projet de société, c'est celui-là. Parce que précisément, ce qui s'est passé pendant la guerre de libération nationale, il y en a qui disaient attention, il ne faut pas parler d'autre chose que l'indépendance de l'Algérie. Arriva Ben Ramdan a dit non, a dit, il faut qu'on parle d'autre chose, il faut qu'on dise quelle sera l'Algérie de demain. Quelles sont les perspectives, comment nous allons construire l'Algérie après l'indépendance. Et finalement, ce Ben Ramdan qui avait raison et qu'aujourd'hui, 60 ans après, on lui donne raison, eh bien, c'est la même situation. On nous dit, attention, il ne faut pas parler de ceci, il faut attendre que... Non, c'est maintenant justement que tout se construit, qu'il va avoir une synergie, une cohésion, que les Algériens vont entendre tous les discours, de façon à ce qu'ils se fassent une idée pour que demain, quand le Hirak gagnera, on puisse effectivement aboutir à un choix collectif. Quand je parle de transparence, juste un dernier mot, parce que c'était juste que je voulais sourire. Quand le jeune avait dit Itna Haouga, il n'a pas dit que ça. C'était une journaliste du Moyen-Orient, je crois que c'était même Al Jazeera, qui lui a dit تكلم بالعربيه تكلم بالعربيه il a dit ما نتكلمش بالعربيه هذه هي اللغه نتاعنا الدارجه ويتنحوا كاع. Donc il y avait deux volets extrêmement importants parce qu'il pose la question justement de la langue algérienne. Oui. Et c'est un débat, il ne faut pas que ce soit ça aussi un tabou. Quelle est la place du Tamazigh, quelle est la place du français, quelle est la place du Darja, quelle est la place du Fosha, ainsi de suite. Je crois franchement... Pourquoi Hassan, je m'excuse d'être aussi naïf. Oui. Pourquoi ne pas accepter tout simplement que la langue matricielle de ce peuple qui est le berbère est par tout le monde? Moi, je ne demande pas mieux que mon fils, s'il ne parle pas Tamazigh, apprenne la langue, si ce n'est pas la sienne, celle de son compatriote. Avant l'allemand, avant l'anglais. Et pourquoi, de l'autre côté, fait-on une fixation sur la langue arabe qui est perçue comme si elle était la langue de l'ennemi, alors que c'est la langue de mon compatriote? Même la langue littéraire qui est enseignée dans les écoles, dans les lycées. Écoutez, c'est très simple. Pourquoi en faire un... Parce que tout simplement, nous avons vécu 50 ans de domination. Oui, j'entends. Oui, mais il faut... Ça ne va pas comme ça du jour au lendemain. Il faut passer au-dessus. Pendant 50 ans, on nous a dit votre langue n'existe pas. Mais en réagissant par l'animosité contre la langue arabe, est-ce que ça ne provoque pas, est-ce que ça ne complique pas le problème? Il n'y a une seule sortie, M. Benchenou. Oui. Il n'y a qu'une seule sortie. Oui. Et ça se fait dans d'autres pays où il y a plusieurs langues. C'est une question de choix. Il faut que l'éducation nationale organise... Ce sera vraiment l'objet d'une autre émission. Il faut que les familles aient le choix d'envoyer leurs enfants étudier soit en français, soit en Fosha, soit en Darja, soit en Tamazigh. On organisera une émission sur ça. Boukhalifa, parce que nous avons
sujet et nous allons essayer de recevoir Chaaban. Donc, Boukhalifa. Juste rapidement, je rebondis sur la démarche d'un homme avec un grand H que fut Abban Arman. C'était une démarche inclusive. Donc je ne pense pas qu'il portait... voilà, donc il a réussi quand même à avoir une partie du mouvement réformiste qui n'était pas nationaliste, parce qu'à un moment donné, il savait que la démarche inclusive passait par là. Tout à fait. Et notre révolution, si elle doit aboutir, il faut qu'il y ait quand même une pensée politique inclusive. Ça ne veut pas dire qu'on se renie, ça ne veut pas dire qu'on est plus qu'on est. Non, mais je pense qu'il faut aussi, à l'intérieur de ce creuset, débattre de tout. Et les préalables démocratiques doivent être acceptés de tous. Et que personne ne rejette l'option de l'autre. Voilà. Absolument. Alors, je m'excuse, nous allons passer au sujet suivant. Nous allons écouter une autre déclaration de M. Tebboune au sujet des journalistes. Écoutez-le bien. Je reproche bien sûr d'avoir arrêté des journalistes, Je peux vous donner ma parole qu'aucun journaliste n'a été arrêté pour le fait d'être journaliste. Plus grand respect. Nous avons actuellement dans le pays énormément de journalistes. Nous respectons la presse, comme de tout temps. Moi-même, j'en suis convaincu. Et ça, je crois que beaucoup d'amis dans la presse le savent depuis le temps où j'étais ministre de la Communication et de la Culture. J'ai toujours voué le plus grand respect à la presse et je n'ai jamais fait la différence entre la presse publique et la presse privée. Seulement, le fait d'être journaliste, bien sûr, comme partout ailleurs, ne donne aucune immunité concernant le désordre, concernant l'atteinte à l'ordre public. Il a traité Khaldani de non-journaliste alors qu'il l'a interviewé lui-même. Le même Drarni qui a interviewé Macron, qui travaille dans une entreprise publique. Drarni travaillait à l'ENTV. Et c'était un journaliste de journalisme public. Il n'a pas de carte de presse, il a le droit de ne pas la demander. Moi-même, j'ai été pendant des années journaliste en Algérie, je n'ai jamais demandé une carte de presse. Je vous laisse débattre autour de ça, puis nous allons recevoir Chaaban qui a des choses à nous dire. Je voulais juste dire que c'est absolument un scandale, parce que les journalistes algériens, comme les avocats, subissent des pressions inadmissibles, intolérables de la part des pouvoirs publics, de la part de la présidence, de la part des services algériens, de la part de la justice. Ça ne peut pas durer comme ça. On ne peut pas nous tromper avec ce genre de discours langue de bois, machin, que les journalistes créent du désordre public, etc. C'est quoi ça? Avoir une opinion sur Facebook ou dans un journal sur le régime actuel, sur ce qui se passe, sur cette constitution qui n'en est pas une, c'est du désordre public. C'est absolument un scandale. Nous ne pouvons plus l'accepter, ça. Je vois, par exemple, Ihsan El-Kadi, qui est convoqué par la gendarmerie. C'est absolument inacceptable. Puis ils ont dit, non, on s'est trompé, on pensait que vous étiez en lien avec quelqu'un, on a vérifié, ce n'était pas le cas. Mais ils ont quand même interdit Maghreb Émergent et Radio M, qui ne sont plus captés en Algérie. Donc il y a une contradiction. Ils ont vu qu'il y avait effectivement une réaction massive de la part des Algériens et à l'étranger. Non, ça ne peut plus durer, Monsieur Tebboune. Vous êtes en train de mentir. Et les Algériens n'aiment pas le mensonge. Depuis qu'on a menti sur l'assassinat d'Abban Ramadan jusqu'à vos mensonges... Le mensonge fondateur. Absolument. Ceci est inacceptable. Vous devez profiter, ce n'est pas encore trop tard, profiter de votre mandat pour en faire une phase de transition, pour faire une véritable constitution, pas celle du 1er novembre, parce que vous êtes en train de souiller le 1er novembre, les Algériens ne l'accepteront pas. Et comme on disait que Qbaïl, bravo, Qbaïl, eh bien, les Qbaïl ne voteront pas du tout pour la Constitution, et on demande justement à tous les Algériens de suivre cette consigne. Personne n'ira voter le 1er novembre. Voilà, c'est très simple. Boukhalifa. Alors, vous savez par qui il a été interviewé? Oui. Nicolas Bétou. Oui.
qui est un Le ancien journaliste patron du Figaro. enfin, le fondateur du Non, journal. non, il est jeune, mais c'est quelqu'un qui est passé par le C'est lui Figaro. je crois, c'est lui qui a fondé l'opinion. Non, il est. Il me semble, hein, Non, si je c'est un ancien du Figaro. Oui, oui. Donc c'est un intermittent chez BFM, voilà. D'accord. Donc on ne s'attendrait pas à ce qu'il soit, à ce que le président Tebboune, comme il l'appelle, soit mis en difficulté. Non, il est là pour. D'ailleurs, il est là pour voir le conforter. le Oui. titre de l'article. Vous l'avez? Vous avez le Oui. titre? Est-ce que vous pouvez nous le lire? Quelqu'un peut nous le lire? Le titre de... Asseoir l'état de droit. Non, ça, c'est la revue El Jeish. Voilà. Non, Oui. non. Mais c'est dans le même. C'est dans le un même titre état à d'esprit. Al Moujad. On croirait que c'est le Moujad. Oui. Dommage qu'on ne l'a pas, ça ne fait rien. Oui, si le Figaro C'est avait donné de l'opinion, bons l'opinion. journalistes, oui, mais bon, il vient de l'école du Figaro. Oui, c'est Donc, Nicolas Mystérieux, Bétoud, c'est le fondateur. Hein, Oui, mais c'est quelqu'un qui Oui. est passé par le Figaro. Donc Ouais. voilà, il n'éprouve pas de sympathie pour un quelconque mouvement démocratique. Donc et j'invite beaucoup de Mais de lecteurs- là à dire qu'il n'y a aucun journaliste en prison pour exercice de leur métier, C'est un scandale. c'est un scandale. Puisque Je vais Dararni est en prison parce qu'il a couvert Alors, le Hirak. moi, je vais le dire. Notre organisation, Riposte Internationale, donc, dans le rapport qu'elle a remis aux instances internationales, dont à l'ONU, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, donc tout est détaillé dedans. Donc, tous les journalistes. Et vous allez voir, vous allez tomber des nues. C'est-à-dire qu'on a fabriqué des chefs d'accusation qui n'existent même pas dans le code pénal. Khabarji. Khabarji. Balance. Balance. D'ailleurs, il l'a dit alors qu'il n'était pas jugé. Oui, C'est-à-dire alors qu'il était présumé innocent. Oui. Et c'est le chef de l'État qui brise un principe universel de droit, qui donc lance l'injonction au juge de condamner. Vous allez le retrouver ici. Vous allez le retrouver dans l'interview. Il dit à partir du moment où l'ordre public est menacé. Ouais. Il dit l'État. L'État. Ce n'est pas l'État. C'est une institution de l'État qui est censée être indépendante, qui est celle de la justice, qui est saisie, qui doit instruire un procès à charge et à décharge. Et après, c'est au juge de prononcer une peine. C'est-à-dire que tout le processus de l'institution de la justice n'est pas respecté. Donc il faut arrêter. Donc on a eu la justice, les verdicts commandés par téléphone et tout. Au-delà du scandale que cela constitue. Au-delà du scandale que cela constitue. Il est en train je dirais, bon, moi je ne le crédite pas, mais la fonction dont il pense être l'incarnation de la fonction présidentielle, donc s'il pense s'il lui reste une once de cette fonction, il vient complètement de la, permettez-moi l'expression, de tirer la chasse d'eau et tout est parti. Eh oui. Voilà. Donc, je pense que la mafia des généraux veulent imposer une feuille de route à tous les journalistes. C'est-à-dire, si tu ne fais pas de l'intox, de la manipulation, de soutien d'une mafia partout où il se trouve, donc on va t'étouffer. Donc c'est ça la logique. Donc c'est le message que le pouvoir veut passer à tous les journalistes. Donc comme il se trouve qu'il y a des journalistes qui sont indépendants et honnêtes, donc ils veulent les laminer tous. Donc il faut supprimer tout ce qui est autonome, indépendant, comme les syndicats, comme les associations. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que eux, ils font des cartes pour leurs amis, pour les gens qui travaillent avec eux, pour les gens qui essaient par tous les moyens de faire passer en fait les messages du pouvoir en place, qui essaient de faire de la sous-traitance directement ou indirectement. Donc le problème, il est là. Donc comme Dararni n'a pas accepté en fait ce contrat qui est pourri, qui est une toxine mortelle, donc ils doivent l'éliminer. Ils font ça. Et je me permets de vous interrompre. Alors, Chaben, merci d'être avec nous. Bonsoir, Avant de vous donner la bonsoir à parole, tous. Chaben, nous allons vite voir une vidéo de la population de Ouergla qui est en train de se bousculer pour entrer, percevoir, des gens qui veulent percevoir leur pension ou retirer de l'argent. Regardez bien, regardez.
Quoi de neuf? Bonsoir aux invités, bonsoir aux téléspectateurs. Les actualités saillantes de la semaine, Djamaldine, on va bien évidemment revenir quelques instants sur Shaima, qui a perdu la vie en fin de semaine dernière. On parlera aussi des détenus, on est vendredi demain, puisque déjà lundi dernier, il y a une forte sortie aux quatre coins du pays, mais pas que, on l'a vu à Paris. 5 octobre. Le 5 octobre, en hommage au 5 octobre 88, et on terminera avec une pointe un peu plus légère, mais il y a un message politique, c'est le football. Donc c'est cette jeune fille, bien évidemment, 19 ans, elle a été retrouvée en fin de semaine, vous le savez, torturée, brûlée, violée. On va avoir sa photo à l'image dans quelques instants, parce qu'il est toujours important de lui rendre hommage. Voilà, une pensée à sa famille, paix à son âme, mais aussi pour avoir aussi une pensée à toutes les autres femmes, puisque sachez que les féminicides sont en hausse en Algérie. Il y en a maintenant 38 depuis la date du 1er octobre, on en compte 38 depuis le début de l'année. Et pas plus tard qu'hier soir, donc, dans la forêt d'El Olma, on a une jeune femme de 32 ans donc, qui a été retrouvée morte, brûlée malheureusement aussi. On a Ablida cet été, elle a 19 ans. C'est Ikram. On a Benim Sous, que vous connaissez, c'est Asma, elle a 30 ans cet été. Ou encore. Alors, juste hier, je crois, Gelfa, une femme assassinée et brûlée aussi. À Tizi Ouzou, hier, une femme retrouvée morte dans le barrage Taxip. À Sétif, une femme retrouvée morte et brûlée aussi. Et je ne sais pas où, une femme a brûlé son mari qui venait de divorcer d'avec elle. C'est ça, enfin en tout cas, les féminicides, c'est bien, voilà, j'en ai malheureusement sélectionné quelques-unes comme ça pour leur rendre hommage. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est bien évidemment ce drame, cette disparition de la jeune Shaima, a provoqué une entière émotion dans toute... Une véritable clameur. Clameur. Ouais. Le hashtag « Je suis Shaima » qui tourne encore aujourd'hui, et une tragédie qui suscite énormément de questions. Le collectif des femmes algériennes pour un changement pour l'égalité s'est réuni aujourd'hui à Alger. Adieu Shaima, Ikram, Asma, Amira, Razika et toutes les autres femmes. Je vous propose de regarder ces quelques images. C'était aujourd'hui à Alger. Et vous allez voir, vous parlez de répression il y a quelques instants. Si vous tendez bien l'oreille dans les premières secondes, on entend donc une manifestante dire « Mais vous, au pouvoir algérien, vous nous avez donné que 15 minutes ». Et on tentait de les chasser. Donc même dans une situation comme celle-là, on donne seulement 15 minutes aux manifestantes et manifestants et on essaye de les chasser. On se retrouve tout de suite après. On n'est pas en train de casser. Vous nous autorisez un quart d'heure pour la mort d'une jeune de 19 ans. C'est honteux. C'est honteux, c'est honteux. Mais coupez en morceaux. لو كان صرات لبناتكم أنا با لا شك لو كان بيموتوا يا ناس نوضوا نوضوا خياتنا راهم بيموتوا يا ناس نوضوا نوضوا خياتنا كلنا مسؤول أيها الصامتون أنتم أيضا معنيون أيها الصامتون أنتم أيضا معنيون أيها قتلت منذ بداية 2020 حتى دوكا سيستم ما خص علينا هضره ما خص علينا بابي كلش حنا ماناش كاع دي سيتويان نورمال راغبات على خواتاتنا المقتولات رانا هنا راغبات على خواتاتنا المقتولات على خواتاتنا المقتولات رانا هنا راغبات على خواتاتنا المقتولات عيينا من لي ديسكور كرو عيينا من الخطابات السياسيه اللي ما عندها حتى معنى حبينا تدابير سياسيه وين صح il y a une vraie prise en charge des femmes victimes de violences on en a marre de compter nos morts. Comptez nos morts, vous en parlez tout au long de l'émission. Encore une fois, la répression coûte que coûte. On va en parler dans quelques instants. Alors, avant de vous donner la parole, plusieurs questions se posent. La justice a-t-elle su protéger Shaima et les autres femmes? Comment guérir cette frange de la société? C'est le débat qui banalise, en tout cas c'est ce que disent beaucoup les internautes, ces harcèlements, ces viols et ces crimes. Le silence aussi, on entendait cette manifestante. Et on va terminer sur... Et le retour du débat sur la peine de mort, qui est en train vraiment de choquer pas mal de gens. Et l'application, vous me prenez les mots de la bouche, l'application de la peine de mort, bien évidemment, ça peut aussi se comprendre. La maman de la jeune Shaima qui a appelé le président donc à appliquer la peine de mort. Alors il faut savoir que vous me dites si je me trompe, que la peine de mort n'a pas été abolie en Algérie. Non, elle n'est pas abolie, mais elle
elle est prononcée sans être pour autant exécutée. Elle n'est pas exécutée. appliquée depuis 1993. Je vous donne la parole, juste ce tweet qui va s'afficher dans quelques instants de cet internaute qui dit voilà, je m'appelle Shaima, je n'avais que 19 ans et j'ai été assassiné par la justice de mon pays qui n'a pas pu me protéger. Mon seul péché d'être une femme dans un pays où les viols, les harcèlements sexuels et les féminicides sont banalisés. Donc effectivement, Jamaldine, vous le disiez, la peine de mort, mais aussi autant de questions qui se posent autour de la femme. Alors, il y a un autre sujet. Oui, très vite, parce que nous allons vraiment... C'est pour dire que je suis absolument solidaire d'abord de toutes ces femmes, de toutes ces familles, etc. Mais que je suis particulièrement scandalisé par la réaction d'un pédiatre, à savoir Mostafa Khiati, qui a justifié l'assassinat de cette jeune... Il n'a pas justifié, disons qu'il a dit c'est un peu la faute de ses parents. C'est ça, c'est une façon de justifier. Il a dit que si c'est arrivé, en gros, c'est parce qu'elle a déjà fréquenté son assassin. Mais c'est absolument ce n'est pas inacceptable de la part, surtout d'un médecin qui est là. Moi, je ne lui ferai pas confiance, je ne lui enverrai pas mes enfants pour les soigner. C'est scandaleux. Il doit s'expliquer publiquement. Vous venez de l'interpeller. Et il peut intervenir sur nos aussi doivent intervenir. Ses collègues doivent intervenir là-dessus. Alors le temps passe, mais il a fait aussi un droit de réponse le lendemain, notamment chez nos confrères de TSA. Bien évidemment, on ne peut pas parler de cette semaine sans parler de demain, c'est vendredi. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le pouvoir, malheureusement, il est fidèle à ses méthodes. Pas une journée ne passe, que dis-je, pas une heure ne passe sans qu'on parle de répression. C'est une réalité, on ne peut pas dire au président, au chef de l'État, du moins parce qu'il est encore énormément illégitime aujourd'hui, il sera pendant plusieurs années, mais pas une journée ne passe, ni une heure ne passe sans parler de répression. Vous allez avoir cette image, c'est Yassine Mebarki qui va s'afficher. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme. C'est la peine la plus lourde depuis le début du Hirak. Vous me prenez encore une fois les mots de la bouche. C'est la peine la plus lourde, 10 millions de dinars précisément. Alors les accusations, incitation... Et 10 ans de prison. Et 10 ans, je ne l'ai pas dit. Non, vous avez 10 millions. Ah, je n'ai pas entendu alors, pardon. 10 ans de prison ferme, une amende de 10 millions de dinars. Alors les accusations, incitation à l'athéisme, offense ou dénigrement du dogme et des préceptes de l'islam, atteinte à l'unité nationale, c'est pour vous dire... Et c'est 10 ans. Et c'est 10 ans, donc ferme. Il avait en fait un livre du Coran, et comme il se trouve que ce livre, en fait, c'est le livre de son grand-père, il y avait une feuille qui est déchirée, donc on lui a reproché qu'en quoi il déchirait C'est incroyable. Mais ce qui est sûr, alors, on a bientôt fini. Alors, il y a un autre sujet très intéressant. On passe, on y va. Le football, alors. Le football. Bien. Écoutez bien, là, vraiment, c'est la totale. Le football, pour aller très vite, parce que le temps passe, le football, il y a un message politique derrière ça. Vous allez avoir donc l'équipe nationale. Un message politique du sélectionneur. Du sélectionneur, enfin, en tout cas, c'est le débat, c'est la question qu'on vous pose. Sur les 24 joueurs retenus, ils sont à l'image. Ici, il y en a 19 qui sont donc binationaux, donc c'est assez conséquent. Donc je vais très vite parce que vous l'avez fait comprendre, le temps est terminé. Il y a plusieurs questions qui se passent. La situation du football en Algérie, il faut savoir que le football professionnel est arrivé en Algérie il y a une dizaine d'années maintenant. Où sont les centres de formation, la qualité du jeu, les salaires? On n'arrive pas à garder les joueurs en Algérie. Il faut savoir que sur les 24 joueurs sélectionnés, donc dimanche dernier, tous les joueurs jouent à l'étranger. La France, Metz, l'Arabie Saoudite, la Lazio de Rome en Italie, le Betis Séville en Espagne, dont 19 sont binationaux. Dont 19 sont binationaux. Et pas un seul joueur sélectionné depuis l'Algérie, qui joue dans un club algérien. Pas un seul. Pas un seul. Ça veut dire que l'Algérie n'est plus capable de former et encore moins de garder les rares qui arrivent à émerger. Je ne sais pas s'il reste 30 secondes, mais il y a une question qui se pose effectivement, c'est la formation. Alors au démarrage, il y a des talents qui émergent. Bon, j'ai plus le temps de vous en donner quelques exemples, mais derrière ça, les joueurs, à un moment donné, à partir du moment où ils émergent parce qu'ils ont du talent, quand on leur propose d'aller évoluer dans un championnat espagnol, français ou luxembourgeois où le niveau est beaucoup plus conséquent, on se met à la place du joueur. Au niveau du jeu, il faut partir. Et puis après, les conditions de vie, le salaire. Et puis le sélectionneur a dit quelque chose de terrible. Il a dit qu'il n'y a pas un seul joueur qui préférait jouer dans l'équipe d'Algérie plutôt que dans celle de la France. Ça veut dire s'il a le choix, il choisit l'équipe française. Oui, mais sauf, il a précisé, Makhloufi, le FLN, qui a rejoint le FLN, et l'autre, comment il s'appelle un autre joueur. Il a dit c'est les deux tous les autres, si on leur laisse le choix, ils choisissent l'équipe nationale française. Mais sa justification, je le rejoins, elle est bonne, c'est qu'avant tout, pour le sportif,
On parle de jeu. Il y a le salaire, il y a les conditions de vie, mais pourquoi ne pas aller jouer dans un championnat où le niveau est beaucoup plus élevé et puis s'éclater, s'épanouir tout au long de sa carrière que de rester dans un championnat où il n'y a pas de niveau, où parfois les terrains... Enfin, vous avez montré des images horribles où les personnes se battent aujourd'hui. Alors, je vais prendre la liberté, Abdallah, vous me pardonnerez, de donner 1 minute à chacun parce que nous avons dépassé le temps. Donc 1 minute vraiment chacun. Je vais juste faire une digression par rapport à ce qu'a dit Chaban. Oui. Moi, personnellement, par rapport à l'équipe de foot, par rapport au football, ça n'a jamais été mon sport favori. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est d'élargir un peu l'éventail et de dire le nombre de médecins, de chirurgiens, qui ont été formés en Algérie, et qui sont actuellement en Europe, qui sont en train de faire des feux en fonction d'infirmiers. Tous ces ingénieurs-là, à la limite, le football, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Donc c'est toute la sève de notre pays qui est partie. Qui a été cueillie ailleurs. Vous avez raison, c'est le même problème. Voilà. Et juste quelque chose par rapport à ce qu'a dit Hassan. Nous, en Algérie, nous souffrons d'un conservatisme anthropologique qui donne ces féminicides. Et c'est pour ça que les préalables démocratiques, la question du statut de la femme, la question de statut de beaucoup de choses, doivent être discutées avant. Moi, je pense que c'est un problème de formation. La preuve, c'est que quand les Algériens sont formés ailleurs, ils réussissent tout le temps. On a vu des Zidane qui sont des champions du monde, qui en fait 3 fois champions d'Europe. Donc, c'est une preuve supplémentaire que le pouvoir a détruit tout. Parce qu'en France, par exemple, il y a des écoles de formation à partir de la commune. Hein. Donc tous les enfants ont le droit d'y aller dans un club de foot, se former. Donc c'est une preuve supplémentaire que ces gens-là ont détruit l'Algérie jusqu'au racines. C'est le système qui est mauvais. Voilà, et très très mauvais, hein, très très mauvais. Donc moi, je veux juste rajouter un petit mot sur la marche historique qu'on prépare. On est en train de préparer une marche pour le 1er novembre. J'appelle en fait tous les Algériens à Paris, oui. Donc tous les Algériens, tous les militants, tous les gens qui sont attachés à cette révolution, de se mobiliser, de s'organiser, de faire une distribution de tracts, de communiquer au maximum. Pour venir à Paris. Oui, pour le 1er novembre. Oui, c'est ça. À la place de la République. À la place de la République. Hassan, très vite. Très vite, c'est tout simplement qu'avec un régime comme ça, avec un système algérien depuis 60 ans aujourd'hui, l'Algérie n'est pas attractive. L'Algérie est une salle d'attente. Tous les Algériens ont envie de partir. Universitaires ou pas. C'est tragique. Oui, absolument. Ingénieurs, médecins, plombiers, footballeurs, etc. Tout le monde veut partir aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette pandémie aujourd'hui, les consulats européens, particulièrement le consulat français et canadien, seraient remplis par des milliers et des centaines de milliers de demandes. Donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, comme le disait Shakespeare. Merci pour l'expression. Donc c'est ça qu'il faut absolument corriger. Ce n'est plus supportable. Les Algériens ont un pays. On a envie de vivre librement dans ce pays-là. On a envie que ce pays soit attractif. Merci. On a envie que l'armée qui détient le pouvoir aujourd'hui, détient le pouvoir réel, décide une bonne fois pour toutes de faire confiance aux jeunes Algériens et de leur donner le pouvoir. Merci Hassan Hairach, merci Boukhalifa Ben Mamar, merci Tahar Sisserir, merci Chaban de nous avoir rejoints, pardon de vous avoir un peu bousculé. Merci beaucoup, merci à vous chers amis de nous avoir suivis. Bqaw ala khair b'slama.